Une méditation chaque jour à retrouver sur le monastère.org. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous vivons dans un monde particulièrement brumeux. Les informations se contredisent, les choix se multiplient sans que les critères s'éclairent. Les relations se compliquent dans un monde en mutation constante. Chaque jour apporte son lot de nouvelles qui semblent annuler celles de la veille, de conseils qui contredisent ceux que nous avions reçus, d'injonctions qui tirent notre attention dans des directions opposées. Face à cette confusion moderne, deux tentations nous guettent. Nous réfugier dans des certitudes artificielles qui nous rassurent, mais nous aveuglent, ou nous résigner à un brouillard permanent qui nous paralyse et nous épuise. Pourtant, il existe une troisième voie, celle qu'ont explorée les sages taoïstes et les maîtres zen depuis des millénaires. La clarté qui naît du vide mental, la simplicité qui révèle l'essentiel, l'attention pure qui voit les choses telles qu'elles sont, plutôt que telles que nous voudrions qu'elles soient. Cette voie demande un apprentissage particulier. Non pas acquérir quelque chose de nouveau, mais désapprendre patiemment ce qui obscurcit notre vision naturelle. Car nous naissons tous avec cette capacité de voir clairement, comme le nouveau-né qui regarde le monde avec des yeux neufs, sans les filtres que l'expérience et la peur déposeront progressivement sur son regard. Un vieil homme se tenait au bord d'un étang boueux, agité par le vent et troublé par les allées et venues des animaux venus s'y abreuver. Un jeune chercheur s'approcha et lui demanda comment on pouvait voir le fond d'une eau si opaque. Le vieux sourit doucement et lui dit simplement de s'asseoir et d'attendre. Ils restèrent en silence pendant 1 heure. Progressivement, l'agitation cessa. La boue se déposa, l'eau retrouva sa tranquillité. Et soudain, le fond de l'étang apparut avec une netteté parfaite. Le sage murmura alors que la clarté n'avait jamais été absente, qu'elle était seulement masquée par l'agitation, et que notre esprit fonctionne exactement de la même manière. L'eau savait déjà être claire. Elle n'avait pas besoin d'apprendre la transparence, seulement de cesser d'être troublée. Notre confusion vient rarement de la complexité du monde extérieur. Elle naît le plus souvent de notre agitation intérieure qui projette ses remous sur la réalité. Nous regardons le monde à travers une eau que nous agitons nous-mêmes, puis nous nous plaignons de ne rien voir distinctement. Cette agitation prend plusieurs formes que nous connaissons tous intimement, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Il y a d'abord le bavardage incessant de l'esprit qui commente, juge, compare, anticipe et regrette sans jamais se reposer, comme un marché à l'aube où tous les marchands crient en même temps. Ce commentateur intérieur a une opinion sur tout, une interprétation pour chaque événement, une inquiétude pour chaque possibilité. Il ne se tait jamais vraiment. Même la nuit, dans nos rêves, il continue son monologue. Dans ce vacarme intérieur, les messages subtils de la situation présente se perdent, comme une mélodie délicate qu'on ne peut entendre quand la radio hurle à plein volume. Nous manquons les nuances, les signes discrets, les évidences tranquilles qui nous guideraient si seulement nous pouvions les percevoir. Il y a ensuite les émotions qui restent dans l'ombre et colorent notre perception sans que nous le sachions. La peur nous fait voir des dangers partout, transformant chaque incertitude en menace, chaque nouveauté en risque potentiel. La colère nous fait percevoir des agressions là où il n'y avait peut-être que maladresse ou indifférence. La tristesse
teinte tout de nuances de perte, nous faisant anticiper des séparations dans chaque rencontre, des fins dans chaque commencement. Ces émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, elles sont même des messagères précieuses quand nous savons les écouter. Mais quand elles demeurent inconscientes, elles agissent comme des lunettes teintées que nous aurions oubliées sur notre nez, déformant tout ce que nous regardons sans que nous réalisions que la distorsion vient de nous et non du monde. Et puis, il y a nos désirs et nos attachements qui nous font voir ce que nous voulons voir, plutôt que ce qui est réellement là. Nous projetons nos espoirs sur les situations. Nous interprétons les signes selon nos souhaits. Nous forçons la réalité à correspondre à nos attentes et manquons ainsi les informations qui contredisent nos préférences. Combien de fois avons-nous ignoré des avertissements évidents parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que nous voulions croire? Combien de fois avons-nous vu des promesses là où il n'y avait que notre propre désir reflété? Un maître zen observait un jour ses disciples qui débattaient passionnément pour savoir si un drapeau flottant au vent bougeait ou s'il restait immobile. Certains argumentaient que le drapeau bougeait puisqu'on le voyait onduler. D'autres soutenaient que c'était le vent qui bougeait et que le drapeau ne faisait que répondre à son mouvement. Le débat s'enflammait, chacun défendant sa position avec conviction. Le maître les interrompit gentiment en leur disant que ni le drapeau ni le vent ne bougeaient, que c'était leur esprit qui bougeait. Le silence qui suivit fut plus éloquent que toute leur discussion. Cette intervention révèle que nos confusions naissent souvent de notre incapacité à distinguer entre ce qui se passe réellement et ce qui se passe dans notre interprétation de ce qui se passe. La plupart du temps, nous ne voyons pas les situations directement, mais à travers le filtre de nos concepts, de nos catégories mentales, de nos expériences passées, de nos projections futures. Cette médiation permanente crée une distance qui déforme notre perception et génère des complications inutiles. Nous ne débattons pas vraiment du drapeau ou du vent, nous débattons de nos idées sur le drapeau et le vent, ce qui est très différent. La tradition taoïste enseigne que pour retrouver la clarté naturelle, nous devons d'abord reconnaître cette tendance que nous avons à compliquer ce qui est simple. Lao Tse disait que la voie du sage est d'agir sans lutter, et cette non-lutte s'applique d'abord à notre façon de percevoir. Voir sans forcer, comprendre sans contraindre, laisser la vérité se révéler plutôt que de l'extorquer par l'analyse. Cette approche peut sembler passive à première vue, mais elle demande en réalité une qualité d'attention très fine, une présence très vive qui sait accueillir sans saisir. Cette approche demande une qualité particulière d'attention que les traditions contemplatives appellent l'esprit miroir. Comme un miroir parfait qui reflète tout ce qui se présente devant lui sans déformation, sans jugement et sans préférence, cet état de conscience pure peut accueillir la réalité telle qu'elle est, dans sa complexité et sa simplicité simultanée. Le miroir ne choisit pas ce qu'il reflète, il ne préfère pas les belles images aux laides, il ne retient pas les reflets agréables pour rejeter les autres. Il accueille tout avec la même équanimité, et c'est précisément cette équanimité qui lui permet de refléter avec exactitude. Cultiver cet esprit miroir commence par apprendre à calmer l'agitation mentale qui trouble notre vision. Cette pacification ne se fait pas par la suppression forcée des pensées, ce qui ne ferait
qu'ajouter de l'agitation à l'agitation, mais par un processus plus subtil de désidentification et de relâchement. Vouloir arrêter ses pensées par la force, c'est comme vouloir calmer les vagues de l'océan en les frappant avec un bâton. Chaque coup crée de nouvelles vagues et l'agitation ne fait que croître. La première étape consiste à développer ce que les maîtres zen appellent l'observateur silencieux, cette capacité à prendre du recul par rapport au flux de nos pensées pour les regarder comme des phénomènes passagers plutôt que comme des vérités absolues. Cette position d'observation crée un espace de liberté où nous ne sommes plus emportés automatiquement par chaque pensée qui surgit. Nous pouvons voir une pensée apparaître, la reconnaître pour ce qu'elle est, une pensée parmi d'autres, et la laisser passer sans nous y accrocher ni la repousser. Cette observation détachée révèle rapidement une vérité libératrice. Nos pensées ne sont pas nous. Elles surgissent et disparaissent dans l'espace de notre conscience, comme les nuages dans le ciel. Nous ne sommes pas plus nos pensées, que le ciel n'est les nuages qui le traversent. Cette prise de conscience, simple en apparence, transforme profondément notre rapport à notre vie mentale. Nous cessons de nous identifier à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque humeur passagère. Nous découvrons en nous un espace plus vaste, plus stable, qui peut contenir tous ces mouvements sans être emporté par eux. Un ermite taoïste expliquait un jour à un visiteur de regarder les nuages qui passaient là-haut. Il ne demandait pas au ciel sa permission pour apparaître ou disparaître, disait-il, et le ciel les accueille tous avec la même sérénité, les sombres comme les lumineux, les rapides comme les lents. Il n'essaie pas de retenir les beaux nuages blancs, ni de chasser les nuages d'orage. Il reste simplement ce qu'il est, vaste et ouvert, et les nuages passent. Deviens comme ce ciel pour tes pensées, spacieux et accueillant, mais jamais emporté par aucune d'elles. Cette métaphore du ciel révèle la nature de la clarté véritable. Elle n'est pas l'absence de phénomènes mentaux, mais la présence d'un espace conscient, assez vaste pour les contenir tous, sans être troublé par aucun. Cette spaciosité intérieure permet aux situations de se révéler dans leur véritable nature sans être déformées par nos réactions automatiques. Quand nous offrons cet espace aux événements de notre vie, ils peuvent se montrer tels qu'ils sont, sans le voile de nos peurs et de nos désirs. Cette spaciosité s'acquiert par la pratique patiente de ce que les taoïstes appellent le wu-wei mental, l'art de ne pas intervenir dans le flux naturel des pensées et des émotions. Au lieu de lutter contre les états d'esprit difficiles ou de nous accrocher aux états agréables, nous apprenons à maintenir une présence stable qui permet à tous les phénomènes intérieurs de se déployer et de se résoudre naturellement. Cette approche fait confiance à la sagesse intrinsèque de l'esprit qui sait retrouver son équilibre quand on cesse de le perturber. Une vieille histoire raconte qu'un fermier possédait un cheval qui s'enfuit un jour dans les collines. Ses voisins vinrent le consoler de sa malchance. Le fermier répondit simplement « Qui sait si c'est une malchance ?» Le lendemain, le cheval revint avec 3 chevaux sauvages. Les voisins vinrent le féliciter de sa bonne fortune. Le fermier répondit « Qui sait si c'est une bonne fortune ?» Le jour suivant, son fils essaya de monter un des chevaux sauvages, fut désarçonné et se cassa la jambe. Les voisins revinrent avec leurs condoléances. Le fermier répondit encore « Qui sait ?» Une semaine plus tard,
l'armée passa dans le village pour enrôler tous les jeunes hommes valides. Le fils du fermier, avec sa jambe cassée, fut épargné. Cette histoire nous enseigne la sagesse de ne pas juger trop vite, de ne pas étiqueter les événements comme bons ou mauvais avant que le temps ait révélé leur véritable nature. Cette suspension du jugement est elle-même une forme de clarté. La non-intervention demande une forme de courage particulier, celui de rester présent avec l'inconfort sans chercher immédiatement à le résoudre ou à s'en échapper. Beaucoup de nos confusions naissent justement de cette tendance à éviter les sensations désagréables, ce qui nous fait fuir dans des activités, des pensées ou des émotions, qui nous éloignent encore plus de la clarté. Nous avons peur du vide, peur du silence, peur de ce qui pourrait émerger si nous cessions de nous agiter. Pourtant, c'est précisément dans ce vide et ce silence que la clarté peut se manifester. La respiration consciente offre un ancrage précieux pour développer cette capacité de présence non réactive. En revenant régulièrement à l'observation simple du souffle qui entre et qui sort, nous créons un refuge de simplicité au cœur de la complexité mentale. Le souffle est toujours là, toujours disponible, toujours présent. Il ne demande rien, il ne juge rien, il continue simplement son mouvement naturel d'inspiration et d'expiration. En nous posant sur ce mouvement, nous trouvons un point de stabilité au milieu des tempêtes intérieures. Un maître de méditation conseillait à ses élèves que lorsque l'esprit s'agite comme un singe fou sautant de branche en branche, il ne faut pas le poursuivre dans ses acrobaties, mais revenir au souffle comme à un arbre solide et laisser le singe s'épuiser de ses gambades. Tôt ou tard, il viendra se reposer. Cette image révèle une stratégie fondamentale pour retrouver la clarté. Au lieu de nous battre contre l'agitation, nous apprenons simplement à ne pas la nourrir par notre attention. Cette approche indirecte s'avère souvent plus efficace que la confrontation directe qui ne fait généralement qu'alimenter ce qu'elle prétend combattre. Cette sagesse de la non-alimentation s'applique particulièrement aux ruminations et aux préoccupations qui obscurcissent notre vision. Quand nous nous trouvons pris dans des boucles de pensées anxieuses ou dans des analyses interminables qui tournent en rond, revenir à la simplicité du moment présent peut briser le cycle et restaurer une perspective plus claire. Sentir nos pieds sur le sol, écouter les sons qui nous entourent, respirer consciemment, observer les couleurs et les formes autour de nous. Ces gestes simples nous ramènent à ce qui est là, maintenant, et dissipent les brumes de ce qui n'existe que dans notre imagination. Il est remarquable de constater combien de nos inquiétudes concernent des situations qui ne se produiront jamais. Combien de nos regrets portent sur un passé que nous ne pouvons plus changer. Combien de notre énergie se dépense à combattre des fantômes. Le présent, lui, est souvent bien plus simple et bien plus maniable que les scénarios catastrophes que notre esprit élabore. En revenant au présent, nous découvrons fréquemment que nous avons les ressources pour faire face à ce qui est réellement là, même si nous nous sentions dépassés par tout ce que notre imagination y avait ajouté. Cette pratique révèle progressivement que la clarté n'est pas un état extraordinaire à atteindre, mais notre état naturel qui se manifeste quand nous cessons de l'obscurcir. Comme le soleil qui brille toujours derrière les nuages, notre capacité de vision juste est constamment présente, simplement voilée par nos agitations temporaires. Nous n'avons pas à créer la clarté, nous avons seulement à cesser de la troubler. Un conte zen raconte l'histoire d'un homme
qui cherchait désespérément ses lunettes partout dans sa maison, de plus en plus anxieux de ne pas les trouver. Il fouillait les tiroirs, regardait sous les meubles, retournait les coussins du canapé, sa frustration grandissant à chaque minute. Sa femme l'observa un moment, puis lui dit doucement qu'elles étaient sur son nez. Cette anecdote qui nous fait sourire décrit pourtant notre condition ordinaire avec une précision redoutable. Nous cherchons à l'extérieur la clarté qui est déjà en nous. Nous compliquons ce qui est simple. Nous perdons ce que nous n'avons jamais cessé de posséder. Cette reconnaissance de notre clarté innée transforme notre approche des situations complexes. Au lieu de nous perdre dans l'analyse détaillée de tous les éléments, nous apprenons d'abord à créer l'espace intérieur nécessaire pour que la compréhension puisse émerger. Cette création d'espace passe par un relâchement conscient de notre besoin de tout contrôler et de tout comprendre immédiatement. Ce relâchement ne signifie pas abandon ou passivité, mais adoption d'une attitude plus réceptive qui permet aux solutions de surgir naturellement. Comme un chasseur patient qui attend le moment juste pour agir, comme un pêcheur qui sait que tirer sur la ligne ne fera pas venir le poisson plus vite, nous apprenons à faire confiance à l'intelligence intuitive qui opère au-delà du mental analytique. Cette intelligence ne fonctionne pas selon nos horaires et nos exigences. Elle a son propre rythme, souvent plus lent que notre impatience ne le voudrait, mais aussi plus sûr et plus profond. Cette intelligence intuitive se manifeste souvent par ces moments de compréhension soudaine, où tout devient clair d'un coup. Ces instants où la solution apparaît comme une évidence, alors que nous avions cessé de la chercher. Ces révélations ne peuvent pas être forcées, mais elles émergent naturellement quand nous créons les conditions favorables. Le calme mental, la présence attentive, le lâcher-prise du besoin de contrôler le processus. Combien de fois la réponse à une question difficile nous est-elle venue sous la douche, pendant une promenade, au réveil, dans ces moments où nous avions cessé d'y penser consciemment? La tradition taoïste enseigne que cette forme de connaissance directe est plus fiable que la connaissance conceptuelle parce qu'elle émerge de notre union avec la situation plutôt que de notre séparation d'avec elle. Quand nous analysons un problème, nous nous plaçons en face de lui, comme un objet à examiner. Quand nous le contemplons, nous entrons dedans, nous l'habitons de l'intérieur, et cette intimité révèle des dimensions que l'observation extérieure ne peut atteindre. Quand nous cessons d'aborder les problèmes comme des adversaires à vaincre pour les accueillir comme des mystères à explorer, notre perspective change radicalement. Ce que nous prenions pour de la complexité n'était souvent qu'une complication créée par notre approche. Beaucoup de situations deviennent limpides dès que nous cessons de les aborder avec nos préconceptions et nos urgences, pour les rencontrer avec une curiosité ouverte et patiente. Un maître jardinier expliquait un jour à son apprenti, devant une plante malade, qu'il pouvait passer des heures à analyser le problème, consulter des manuels et essayer différents traitements, ou qu'il pouvait simplement s'asseoir près d'elle en silence et laisser son attention l'épouser complètement. Souvent, disait-il, la plante elle-même te dira ce dont elle a besoin si tu sais l'écouter. L'apprenti était sceptique, mais il essaya. Il s'assit près de la plante, respira profondément et laissa son attention se poser sur elle sans chercher à comprendre ni à résoudre quoi que ce soit. Au bout d'un moment,
il remarqua que la terre semblait particulièrement compacte autour des racines. Il ameublit délicatement le sol, et quelques jours plus tard, la plante avait retrouvé sa vigueur. Le diagnostic était venu non pas de l'analyse, mais de la présence attentive. Cette écoute profonde s'applique à tous les domaines où nous cherchons la clarté, que ce soit dans nos relations, nos choix professionnels, nos décisions importantes ou nos questionnements existentiels. Les situations ont leur propre intelligence, leur propre logique interne, qui se révèle à qui sait les écouter avec patience et respect. Nos relations nous parlent si nous savons les entendre. Nos malaises nous guident si nous cessons de les fuir. Nos impasses nous enseignent si nous acceptons de nous y arrêter. Cette écoute demande une qualité particulière de silence intérieur, non pas le silence de l'absence, mais le silence plein d'une attention totale. Ce silence actif crée un espace où les signaux subtils peuvent être perçus, où les connexions cachées peuvent se révéler, où l'ordre profond des situations peut apparaître. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence vibrant de présence, comme celui qui règne dans une forêt à l'aube, plein de vie attentive. Cultiver ce silence demande de la pratique et de la patience, car notre mental habitué au bruit et à l'agitation résiste d'abord à cette immobilité attentive. Il trouve le silence inconfortable, presque menaçant. Il cherche à le remplir, à le meubler, à le fuir. Mais progressivement, nous découvrons que ce silence ne nous appauvrit pas. Il nous enrichit d'une forme de perception plus fine et plus juste. Il devient un ami, un refuge, une source de renouvellement. Cette perception affinée transforme notre rapport aux émotions difficiles qui obscurcissent souvent notre vision. Au lieu de les subir comme des nuisances ou de les combattre comme des ennemis, nous apprenons à les accueillir comme des messagères porteuses d'informations précieuses. La colère peut révéler des limites importantes qui ont été franchies, des valeurs essentielles qui ont été bafouées. La tristesse peut signaler un processus de deuil nécessaire, une perte qui demande à être honorée. L'anxiété peut indiquer un désalignement entre nos actions et nos valeurs profondes, une direction qui ne nous convient pas vraiment. Quand nous cessons de rejeter automatiquement ces émotions pour les écouter avec compassion, elles peuvent devenir des guides vers plus de clarté sur nous-mêmes et nos circonstances. Elles cessent d'être des obstacles pour devenir des alliés dans notre quête de compréhension. Cette transformation de notre relation aux émotions difficiles est l'un des fruits les plus précieux de la pratique contemplative. Cette approche demande ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, cette capacité à rester centré et présent même au cœur des tempêtes intérieures. L'équanimité n'est pas l'indifférence, elle n'est pas le détachement froid qui ne ressent plus rien. Elle est plutôt cette stabilité du cœur qui peut accueillir toutes les émotions sans être submergée par aucune. Cette présence aimante qui reste disponible même quand tout semble s'effondrer. Un sage disait que celui qui reste calme dans la tempête voit des choses que celui qui panique ne peut apercevoir, et que la clarté ne vient pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à demeurer centré au cœur des défis. Le marin expérimenté ne prie pas pour que la mer soit toujours calme. Il développe la capacité de naviguer par tous les temps. De même, nous ne cherchons pas une vie sans difficulté, ce qui serait illusoire, mais la capacité de traverser les difficultés avec présence et discernement.
Cette stabilité intérieure s'acquiert par la pratique régulière de ce retour au centre que permet la méditation, la contemplation, ou simplement les moments de silence conscient dans notre quotidien. Ces pratiques ne sont pas des luxes réservés à ceux qui ont du temps à perdre, elles sont des nécessités pour quiconque veut naviguer dans la complexité de l'existence moderne sans s'y perdre. Quelques minutes de présence consciente, chaque jour, peuvent transformer progressivement notre rapport au monde et à nous-mêmes. Cette présence accrue révèle que beaucoup de nos confusions naissent de notre tendance à projeter le passé et le futur sur le moment présent. Nous interprétons les situations actuelles à travers le filtre de nos expériences antérieures, voyant des répétitions là où il y a peut-être des situations entièrement nouvelles. Nous compliquons le présent par nos anticipations anxieuses, ajoutant aux difficultés réelles toutes celles que nous imaginons. Cette projection temporelle nous fait manquer la simplicité et l'évidence de ce qui est maintenant. Le retour au présent n'est pas d'une fuite dans l'instant, mais une reconnaissance que c'est ici et maintenant que la vie se déploie réellement et que la clarté peut se manifester. C'est dans le présent que les décisions se prennent, que les relations se vivent, que les créations émergent. Le passé n'existe plus que dans nos souvenirs. Le futur n'existe pas encore, sauf dans nos projections. Seul le présent est réel, seul le présent est vivant, seul le présent est le lieu de notre pouvoir d'action et de transformation. Un pêcheur zen observait l'eau de la rivière et y voyait à la fois sa profondeur et sa simplicité. L'eau ne cherche pas à être profonde, réfléchit-il, elle l'est naturellement. Elle ne s'efforce pas de couler vers la mer, elle suit simplement sa pente. De même, la clarté ne s'atteint pas par l'effort, elle se révèle par la simplicité. Cette observation nous rappelle que la clarté n'est pas un accomplissement, mais une révélation, pas une construction, mais une découverte. Nous ne fabriquons pas la clarté, nous lui permettons de se manifester en cessant de l'empêcher. Cette compréhension transforme notre rapport aux défis et aux problèmes. Au lieu de les aborder comme des ennemis à vaincre par la force, nous apprenons à les rencontrer comme des opportunités de développer notre capacité de vision claire. Chaque confusion devient une invitation à revenir au centre. Chaque difficulté, une occasion de pratiquer la présence. Chaque impasse, un appel à lâcher prise de nos stratégies habituelles pour laisser émerger une réponse nouvelle. Quand nous cessons de résister à nos difficultés pour les examiner avec curiosité bienveillante, nous découvrons souvent qu'elles portent en elles-mêmes les clés de leur résolution. Cette découverte ne vient pas de l'analyse externe, mais de l'intimité respectueuse que nous développons avec nos situations. En nous approchant de nos problèmes avec douceur, plutôt qu'avec agressivité, nous créons les conditions pour qu'ils nous révèlent leur nature et leurs solutions possibles. Cette intimité caractérise l'approche taoïste de la connaissance, connaître en s'unissant plutôt qu'en se séparant, comprendre en embrassant plutôt qu'en disséquant. Cette union contemplative révèle des aspects de la réalité qui restent inaccessibles à l'approche purement analytique. L'analyse divise pour comprendre, elle sépare les éléments pour les examiner un par un. Cette approche a sa valeur, mais elle peut aussi nous faire perdre de vue l'ensemble, le mouvement, la vie qui anime le tout. La contemplation maintient l'unité
tout en percevant les détails. Elle voit les parties sans perdre le tout. Cette révélation ne diminue pas l'importance de la raison et de l'analyse, mais les replace dans une perspective plus large où elles deviennent des outils au service de la sagesse plutôt que des fins en soi. La clarté véritable intègre la précision intellectuelle et la justesse intuitive dans une vision unifiée qui honore la complexité sans se perdre dans la complication. Elle sait utiliser l'analyse quand l'analyse est utile et la déposer quand elle devient un obstacle. Cette intégration demande ce que les maîtres appellent l'art de l'équilibre. Savoir quand analyser et quand lâcher prise, quand penser et quand simplement être présent, quand agir et quand attendre. Cet art ne s'apprend pas par des règles fixes, mais par le développement d'une sensibilité fine aux besoins de chaque moment. Chaque situation est unique, chaque instant demande une réponse fraîche, et cette fraîcheur ne peut venir que d'une présence attentive, qui ne se fie pas aveuglément aux recettes du passé. Cette sensibilité transforme notre rapport au temps et à la patience. Au lieu de vouloir la clarté immédiatement, nous apprenons à faire confiance au processus naturel de maturation qui permet aux compréhensions de s'approfondir graduellement. Certaines vérités ne peuvent pas être saisies d'un coup, elles demandent du temps pour infuser, pour s'intégrer, pour révéler toutes leurs dimensions. Cette patience active n'est pas de la résignation, mais une participation consciente au rythme naturel de la révélation. Le fruit ne mûrit pas plus vite parce qu'on tire dessus. L'enfant n'apprend pas à marcher plus vite parce qu'on le presse. Certains processus ont leur propre temporalité que notre impatience ne peut accélérer sans les endommager. Apprendre à respecter ces rythmes, à accompagner les maturations plutôt qu'à les forcer, fait partie de l'art de la clarté. Cette patience n'est pas passive, elle est une forme d'action très subtile qui consiste à créer et maintenir les conditions favorables tout en laissant le processus suivre son cours. Cette sagesse nous montre finalement que la clarté n'est pas un état que nous atteignons une fois pour toutes, mais une qualité que nous cultivons continuellement, comme un jardinier qui entretient son jardin avec constance. Nous apprenons à maintenir les conditions favorables à l'épanouissement de notre vision claire. Le jardin n'est jamais terminé. Il demande une attention régulière, une présence aimante, un travail patient qui se renouvelle avec les saisons. Notre clarté intérieure fonctionne de même. Ces conditions incluent la régularité de nos pratiques contemplatives, la vigilance bienveillante envers nos tendances à compliquer, la cultivation de qualités comme la patience, l'humilité et la compassion qui nourrissent notre capacité de perception juste. Cette cultivation ne demande pas des efforts héroïques, mais une attention constante et douce au mouvement de notre expérience intérieure. Quelques minutes de présence consciente chaque jour valent mieux que des heures occasionnelles de méditation intense. C'est la régularité qui transforme, pas l'intensité. L'humilité joue un rôle particulier dans cette cultivation. Elle nous rappelle que notre vision est toujours partielle, que nos certitudes peuvent être des illusions, que la réalité dépasse toujours nos conceptions d'elle. Cette humilité n'est pas un manque de confiance, mais une ouverture, une disponibilité à être surpris, à apprendre, à réviser nos compréhensions quand l'expérience nous y invite. Elle nous garde de la rigidité, qui est l'ennemi de la clarté.
La compassion aussi nourrit notre vision claire. Quand nous regardons le monde et nous-mêmes avec des yeux compatissants, nous voyons des choses que le regard critique ne peut percevoir. La compassion adoucit nos jugements, ouvre notre cœur, nous permet de comprendre de l'intérieur ce que l'analyse froide ne peut saisir. Elle éclaire les motivations cachées, les blessures qui se déguisent en agressivité, les peurs qui prennent le masque de l'arrogance. L'art de la clarté se révèle ainsi comme l'une des voies les plus directes vers la sagesse et la paix intérieure. Il nous libère de la tyrannie de la confusion en nous reconnectant à notre capacité naturelle de vision juste. Il transforme nos relations en révélant la beauté simple qui se cache derrière les complications relationnelles. Il enrichit notre travail en nous permettant d'agir depuis la compréhension plutôt que depuis l'agitation. Il apaise nos inquiétudes en nous montrant que la plupart de nos peurs concernent des fantômes plutôt que des réalités. Plus profondément encore, cette clarté retrouvée nous révèle que nous ne sommes pas condamnés à errer dans la confusion, mais que nous possédons en nous-mêmes toutes les ressources nécessaires pour naviguer avec sagesse dans la complexité de l'existence. Cette révélation est profondément libératrice. Elle nous rend notre pouvoir, notre dignité d'être conscient, capable de participer lucidement au mystère de la vie. Dans cette navigation sage se trouve peut-être l'enseignement le plus précieux de la tradition taoïste. Nous ne sommes pas séparés de la sagesse que nous cherchons. Nous ne sommes pas exilés de la clarté que nous désirons. Nous sommes cette clarté même, temporairement voilée par nos agitations, mais toujours présente, toujours accessible, toujours prête à se révéler. L'étang boueux n'a jamais cessé d'être de l'eau claire. La vase n'était qu'un voile passager. Et quand l'agitation cesse, quand nous créons l'espace silencieux de la manifestation, la clarté apparaît d'elle-même, naturellement, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours.